Bonjour les amis, petite intro pour vous présenter la vidéo qui va suivre, qui va être copieuse, qui est assez longue parce qu'on a essayé d'être exhaustif, enfin surtout Hervé Carès a essayé d'être exhaustif sur les deux conflits qui nous occupent aujourd'hui. On parlera assez peu de la dimension peut-être politique, morale, géostratégique, puisqu'on l'a fait avec Georges Kuzmanovic dans la vidéo qui a été publiée maintenant il y a 2 jours. Et donc là, ce sera l'aspect d'appréhension du réel, surtout dans sa dimension militaire, pour pouvoir d'abord contrebalancer ce que les médias mainstream racontent, parce que ce soit pour le conflit en Ukraine ou le conflit au Moyen-Orient, ils adoptent la même attitude de propagande, dans un contexte affectif et émotionnel extrêmement difficile. Donc nous ne souhaitons pas, bien évidemment, dans cette vidéo-là, revenir sur cet aspect des choses. J'aurai probablement des choses à dire, je n'ai pas encore décidé comment, sur la dimension juridique de ce conflit, en matière de droit international, parce que je crois qu'il faut savoir à certains moments aborder les choses froidement et avoir les outils qui permettent de mieux appréhender les déclarations de part et d'autre sur ce que fait le Hamas, ce que fait Israël, ce que font les pays arabes et musulmans dans l'environnement immédiat. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt. Bonjour les amis, nous voilà de retour. Hervé Carès, fidèle au poste. Bonjour Hervé. Donc, dans une actualité terrible, terrible, avec cet affrontement mondial et les deux théâtres brûlants. Donc, Hervé nous a préparé une analyse de la situation à la fois stratégique et militaire. Donc, sans attendre, je lui passe la parole. Donc, bonjour à tous. On va aborder bien sûr les deux théâtres de tension géopolitiques et géostratégiques mondiaux actuels. D'abord, le théâtre palestinien avec cette guerre entre le Hamas et Israël, et ensuite, bien sûr, le théâtre ukrainien. Et on terminera par un petit point sur la désinformation, mais également sur l'information pertinente que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Et puis, on va commencer quand même par un petit point de situation des échanges actuels, aussi bien sur les plateaux télé que sur les réseaux sociaux, ou même les commentaires de nos vidéos, qui parfois peuvent poser question. Au sujet des commentaires, tiens, je reprends la parole. Allez les vérifier, c'est vraiment un gros boulot. Moi j'ai plusieurs endroits où je m'exprime. C'est très difficile. Alors, s'il vous plaît, exprimez-vous, ça c'est très bien, le débat c'est vraiment utile, mais évitez d'aller à l'affrontement parce que bon, après on peut perdre un peu son sang-froid et nous on serait mis en cause pour avoir laissé passer un certain nombre de choses qui n'auraient pas dû l'être. Voilà. Oui, et puis je pense qu'on est là pour partager de l'information, donner notre avis sur ces informations-là. Bon, on n'a pas la prétention de détenir la vérité non plus, et donc c'est à vous après de vous faire une opinion par rapport à ces informations. Et lorsqu'on cite des personnes, c'est pas forcément qu'on donne du crédit à 100% à ce qu'elles disent, mais on trouve que leur point de vue est intéressant. Et pour en revenir à ce que je disais avant, c'est que vraiment, il faut que les gens se calment. Il y a déjà des affrontements assez violents sur le conflit en Ukraine entre les personnes, hein, sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, bien sûr, c'est toujours derrière l'anonymat et la distance que permettent les réseaux sociaux. Les gens se permettent de dire des choses qu'ils ne diraient pas, bien sûr, en face à face, puisqu'ils auraient peur de se prendre un coup dans la gueule, hein, soyons francs. Hein. Et ensuite également, depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël avec l'attaque du Hamas, eh bien là, on est venu à un niveau d'insulte et d'agression paroxystique. Hein. Il faut que les gens ils gardent leur calme. Bien sûr, ce sont des conflits qui nous touchent indirectement,
hein, pour plein de raisons, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, ou sur le plan même de la démographie française, puisqu'on a la plus grosse communauté musulmane d'Europe, mais également la plus grosse communauté israélite d'Europe. Mais Mhm. la guerre, c'est pas chez nous quand même, c'est pas chez nous. Donc il faut avoir un petit peu de distance et analyser ce qui se passe en étant un minimum on va dire, calme et puis aussi avoir du recul par rapport à ce qui se passe. Tu as un truc à dire? Alors, oui, oui, ben justement, par rapport à ce que tu viens de dire sur l'importation du conflit, actuellement, c'est une réalité. C'est plutôt le point de vue israélien qui s'exprime. D'abord, le gouvernement français soutient Israël dans ce que Israël entreprend. Emmanuel Macron a fait sa visite un peu ridicule et ses propositions à Netanyahou. Et les médias, le bloc médiatique, ce qu'on appelle les médias mainstream, ont nettement pris parti, par l'intermédiaire des différents intervenants, ont nettement pris parti pour Israël. Compte tenu de ce qui se passe à, à Gaza, de ce qu'on voit de Gaza. C'est-à-dire que tout le monde peut voir, aller sur Telegram, aller sur Al Jazeera, tout le monde peut savoir ce qui se passe en réalité, quelles sont les images que le système médiatique français ne propose pas. Eh bien, ça crée un sentiment de rage. Pas oublier ça, de frustration dans la communauté musulmane qui a effectivement ses sympathies pour la cause palestinienne, comme la communauté juive a sa sympathie et son soutien pour la cause israélienne. C'est une guerre qui se passe là-bas, hein, et cette façon un petit peu unilatérale de présenter les choses, je pense qu'elle est, oui, je vais utiliser le mot, elle est dangereuse. Il faut qu'on soit beaucoup plus équilibré et par conséquent, tu as raison, qu'on se calme. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ce petit point de situation, on va revenir sur des choses qui sont factuelles. Alors, je remercie les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, hein, puisque lors de la dernière vidéo, eh bien, j'avais pas de carte à disposition sur les bases américaines, donc très gentiment, les personnes me les ont transmises et puis j'en ai trouvé d'autres. C'est très intéressant de voir la disposition, le dispositif américain dans la zone du Moyen-Orient et du Proche-Orient, qui est un dispositif extrêmement dense, je dirais même presque pléthorique. Alors, ce ne sont pas toutes des bases de premier niveau. Dans ces 18 points d'appui, il y a des petites structures qui sont là uniquement pour servir de, comme je l'ai dit, de point d'appui. Ensuite, il y a des grosses bases. Et ces grosses bases, on peut les quantifier ainsi, hein. Donc, on va les retrouver en Jordanie, en Irak, en Arabie Saoudite, au Yémen, en Oman, au Qatar, à Bahreïn et aux Émirats Arabes Unis. Donc, on voit que les Américains, les États-Unis sont très, très présents historiquement au Moyen-Orient. C'est lié à des accords également de défense qu'ils ont passés avec l'Arabie saoudite très, très précocement pour justement avoir accès au pétrole d'Arabie saoudite. Alors, toujours une autre carte qui présente les bases américaines, hein, présente sur le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Alors, bien sûr, ces bases, notamment celles qui se trouvent en Irak et puis en Syrie, sont sujettes à des attaques, notamment par les milices pro-iraniennes. Les États-Unis ont réagi. On réagi la semaine dernière avec des ripostes au moyen de bombardements aériens. Concernant le positionnement maintenant des forces navales et aéronavales à proximité du théâtre israélo-palestinien, eh bien, il y a deux forces aéronavales américaines qui sont positionnées en Méditerranée, avec le groupe aéronaval du porte-avions Eisenhower et le groupe aéronaval du porte-avions Ford. Et également, c'est notable, alors toutes les autres forces aéronavales sont des forces, ou les forces navales sont des forces ou internationales ou de type OTAN comme celle-là, hein. Elles ne sont pas engagées spécifiquement pour ce conflit-là. Par contre, il est notable de remarquer que la France a amené à proximité des côtes, a projeté à proximité des côtes d'Israël un petit groupe avec le porte-hélicoptère Tonnerre et deux frégates,
la Surcouf et l'Alsace pour, bien sûr, escorter ce porte-hélicoptère. Alors, j'aurai l'occasion d'y revenir. Le porte-hélicoptère est avant tout dans une mission humanitaire de soutien aux hôpitaux de Gaza, hein, qui sont dans une situation dramatique. Alors, de fait, ces capacités opérationnelles sur le plan sanitaire sont vraiment, pour l'instant, limitées, et c'est pour cela qu'il va être renforcé ou relevé par l'autre porte-hélicoptère, le Dixmude, qui, lui, sera vraiment structuré pour assurer ce soutien sanitaire. Donc, ce n'est pas une opération de communication, c'est plutôt un premier harpon pour montrer que la France se positionne de manière différente des États-Unis, et je trouve que c'est plutôt quand même adroit de la part de la France, et notamment d'Emmanuel Macron, puisque, disons-le, Emmanuel Macron s'est plutôt bien positionné après avoir eu un discours un petit peu ambigu et difficile à comprendre sur l'internalisation de créer une alliance internationale contre le Hamas. Une coalition internationale contre le Hamas. Alors, le positionnement des forces aéronavales et amphibies américaines, eh bien, comme je vous l'ai dit, le groupe aéronaval Eisenhower et le groupe aéronaval Ford, du Gerald Ford, se trouvent en Méditerranée. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que la 26e MUU, donc la force amphibie des Marines, qui comporte 3 bateaux, dont un porte-hélicoptère, le Bahatan, est positionnée, elle, en mer Rouge. Donc c'est intéressant parce que il y a 2 semaines, il y avait un des destroyers du groupe aéronaval du Gerald Ford qui se trouvait en mer Rouge, hein, et c'est d'ailleurs lui qui a abattu les missiles qui avaient été lancés par les rebelles yéménites pro-iraniens. Le Batan est positionné, je trouve, de manière assez astucieuse en mer Rouge, car la mer Rouge, c'est l'axe logistique qui pourrait devenir vital pour l'État d'Israël. Alors, au-delà du positionnement de ces forces aéronavales et amphibies américaines, et également de la présence des bases nombreuses américaines au Moyen-Orient et au Proche-Orient, il y a ce pont aérien qui a été déclenché la semaine passée, un pont aérien qui est d'un niveau inusité depuis la Deuxième Guerre d'Irak, avec pas moins de 53 C-17 Globemaster qui ont assuré des allers-retours, et 7 avions Super Galaxy. Donc vraiment des gros porteurs, de manière à monter en puissance tous les éléments qui sont déjà prépositionnés par les États-Unis. Donc très clairement, on est face à une volonté de dissuasion des États-Unis pour éviter la régionalisation du conflit, en montrant que si l'Iran s'implique de manière un petit peu trop avancée dans ce conflit, les conséquences pourraient être sérieuses pour ce pays. Alors, notre positionnement actuel avec le porte-hélicoptère Tonnerre, qui va être relevé en fait par le Dixmude, qui lui sera vraiment en capacité d'assurer un soutien sanitaire au profit des Gazaouis, c'est un positionnement qui est intéressant. Alors, par contre, sur le plan opérationnel au sens sanitaire, le Tonnerre est très très loin d'avoir les capacités structurelles qu'il a au départ, parce qu'il y a un problème de ressources humaines. Lorsque la mission a été donnée, ben, tout simplement, il n'y avait pas suffisamment de médecins et d'auxiliaires sanitaires pour armer toutes les capacités sanitaires du Tonnerre. Donc, actuellement, les capacités sanitaires du Tonnerre, c'est 2 blessés graves et 2 blessés très graves. Donc, vous imaginez, on est vraiment sur une opération avant tout politique et de communication qui, par contre, sur le plan opérationnel et sanitaire, deviendra vraiment effective avec l'arrivée du Dixmude. Maintenant, si on s'intéresse à l'environnement géopolitique et notamment aux possibilités de régionalisation du conflit qui ne pourrait passer que par une volonté de l'Iran de le régionaliser, et je ne pense pas que ça soit dans l'intérêt de l'Iran, pour des raisons de politique générale, de stratégie également, mais également de géopolitique, avec son positionnement notamment en Asie centrale, et son affrontement avec la Turquie, également son positionnement au sein des BRICS, et bien sûr, ça serait assez, on va dire, préjudiciable pour ce pays, alors qu'ils sont en train d'arriver au seuil nucléaire, d'avoir affaire à des frappes de l'aviation américaine ou de l'aviation israélienne par un positionnement trop agressif via ses proxys.
Donc, un discours très intéressant du leader du Hezbollah hier, qui a montré que, quoi qu'on en dise, et ce qui avait été prévu en ce qui concernait, ou imaginé en ce qui concernait ce discours, il a l'intention de rester sur un statu quo, pardon, surtout ne pas provoquer une escalade qui serait préjudiciable aux intérêts iraniens, on est vraiment là-dessus, une poursuite du harcèlement du territoire israélien par des tirs à partir du sud Liban, bon, rien de nouveau, même si l'intensité des tirs a augmenté, et pas d'engagement terrestre offensif. C'est ça vraiment le sujet pour Tzahal. Il ne faut pas qu'il y ait d'engagement offensif du Hezbollah, notamment peut-être pour libérer les fermes de Shiba qui se trouvent au nord du plateau du Golan, qui sont un territoire libanais toujours occupé par Israël et par les forces de Tzahal. Donc, de toute façon, en l'état, même si le Hezbollah a des forces puissantes d'environ 100 000 hommes, avec des moyens qui sont au-delà de celui du Hamas, avec des véhicules blindés, avec de l'artillerie, c'est une armée de terre à proprement parler. Ils n'ont pas de supériorité aérienne, ils n'ont pas de supériorité des feux par rapport à Tzahal, ils ont très peu de moyens antiaériens. Donc, commencer une opération offensive contre l'État d'Israël, au sud de la frontière libanaise, ce serait quasiment suicidaire. Alors, je voudrais ajouter quelque chose, deux petites observations concernant le discours de Nasrallah. Tu as raison, l'Iran n'est pas désireux de provoquer une escalade. Ce n'est pas le moment, évidemment, mais il y a également un autre facteur qui est que la Russie, probablement de façon diplomatique et secrète, la Russie a donné des garanties à l'Iran. Hein, contre une éventuelle mise en cause, parce qu'aux États-Unis, il y a un certain nombre de tarés mentaux qui disent qu'il faut bombarder l'Iran, il faut y aller, et tout, l'ineffable Lindsey Graham, une espèce de fou dangereux sénateur des États-Unis. Donc, la Russie garantit l'Iran sur un certain plan, mais la contrepartie, c'est vous ne faites pas de bêtises. Hein, je pense que bon, ça c'est normal, hein, ce sont les rapports au sein de ce Sud global, et il y a un axe important entre l'Iran et la Russie sous le regard approbateur de la Chine. La deuxième observation, c'est que effectivement, aller vers l'aggravation serait totalement contre-productif. C'est-à-dire que ce que l'attaque du Hamas a provoqué, c'est-à-dire une relance de ce conflit, l'a remis au centre du jeu mondial. Alors on peut se poser des questions en disant, ce sont beaucoup les arguments de BHL et d'autres qu'on peut comprendre. Qui est de dire, bah, écoutez, quand il y a des massacres ici, au Congo, etc., on ne vous entend pas, sauf qu'ils sont un peu de mauvaise foi parce que ces massacres-là, en général, l'Occident est assez concerné, hein, en ce qui concerne le Congo en particulier, mais comment se fait-il que vous soyez hyper mobilisés sur ce qui se passe en Israël, enfin, en Palestine pour une raison simple, c'est que c'est le symbole de l'affrontement Occident, reste du monde. C'est là, c'est l'emblème de cet affrontement avec ses enjeux, y compris dans la méthode utilisée par Israël, la méthode de violence extrême. Voilà. Donc, et dans ce cadre-là, je pense que l'Iran, et Nasrallah a fait une intervention qui était assez politiquement balancée, n'ont absolument pas intérêt à une escalade du conflit. Sur le plan politique, à mon avis, Israël multiplie les erreurs. Ils sont tombés dans un piège avec cette riposte. Ils vont peut-être gagner militairement, mais politiquement, stratégiquement, au plan international, c'est une catastrophe qui est en train de se produire pour eux. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, les gens comme Nasrallah, comme l'Iran, comme éventuellement la Russie, la Chine, pousseraient à l'aggravation. Alors justement, dans cette lignée de la maîtrise du conflit et éviter qu'il se régionalise, il y a bien sûr l'administration américaine et notamment euh, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, Anthony Blinken, qui a été présent la semaine passée auprès des Israéliens pour leur rappeler qu'il fallait qu'ils fassent preuve de modération. Alors, de modération
après le niveau de frappe qui a été infligé à la bande de Gaza, de toute façon, ça sera compliqué de faire pire, hein, en termes de niveau de frappe. Hein, on le voit d'ailleurs sur certaines photos qui sont données de la bande de Gaza, notamment sur France Info, entre certaines zones avant et puis après. Il y a des zones qui sont totalement ravagées. On est sur des paysages qui sont comparables à ceux des villes allemandes au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'est compliqué, hein, de fêter. C'est que sur le plan militaire, je comprends que ça soit compliqué, mais j'ai l'impression que là, on cherche à écraser une mouche avec un éléphant, en fait, hein, et avec tous les dommages collatéraux qui sont liés à cette manière de faire. Hein. Est-ce qu'il y avait intérêt, par exemple, à bombarder plusieurs fois d'ailleurs, au moins 2 fois, le camp de réfugiés, alors que bien sûr, le Hamas cherche bien sûr à s'immiscer dans la population, parce qu'il y avait un poste de commandement du Hamas. Est-ce que le bénéfice-risque était vraiment évalué à sa juste bénéfice-risque et puis aussi dommages collatéraux, à sa juste valeur? Ça pose question. Alors, je voudrais faire une observation et puis donner une petite info sur ce qu'Israël est en train de faire. Il est clair que le 7 octobre, il y a eu une défaillance du dispositif israélien. Je pense que ce qui s'est produit, alors il y a eu une volonté terroriste, il y a eu les horreurs qui ont été perpétrées, mais il y a eu également une responsabilité lourdement engagée du dispositif israélien et par conséquent de ceux des dirigeants de ce pays. La deuxième observation, c'est qu'il ne faut pas oublier qui est à la tête de ce pays. Hein. C'est-à-dire que Blinken, Netanyahou l'a renvoyé dans les cordes. Non, pas question. Bon. Et moi, j'ai vu passer, hein, un tweet ou sur Facebook peut-être, je ne sais plus, hein, du ministre israélien pas des territoires, mais de l'immobilier, du patrimoine, qui vient dire tranquillement, on va raser complètement Gaza, et ensuite les territoires qu'on aura ainsi assainis seront donnés à des gens qui se sont battus pour Israël, à ceux qui auront participé à cette opération. C'est-à-dire, non mais c'est effarant, hein, c'est du Lebensraum. Voilà ce que ce type, il est ministre en exercice, vient raconter. Donc, on a un vrai décalage et la visite de Blinken en est bien évidemment le reflet, c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est qu'aux États-Unis, il y a des parlementaires, ça commence à grincer dans pas mal d'endroits, et puis dans les universités, dans les campus, c'est pas simple. C'est pas simple. Hein. Eh bien, on a un refus jusqu'à présent d'une approche qui soit une approche différente. Donc, c'est compliqué. Là, on déplore ce qui est en train de se passer, ce qui est un massacre, disons les choses comme elles sont, mais la volonté des Israéliens, de ceux qui les dirigent aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps ça va durer, de poursuivre cette politique-là. C'est-à-dire que ce massacre est un choix. Ouais. On aura l'occasion d'y revenir parce que derrière, lorsqu'on abordera le sujet sur le plan stratégique, ben on y arrive tout de suite, hein, puisque lorsqu'on aborde le sujet sur le plan stratégique entre Israël et puis le Hamas et puis les groupes qui y sont affiliés, voilà globalement les centres de gravité des deux belligérants directs. Globalement, le soutien occidental pour Israël pourrait s'amenuiser et commence à poser question, hein, du fait justement de la méthodologie qui est appliquée par Tsahal avec ces bombardements qui au départ devaient être ciblés, mais on s'aperçoit maintenant qu'on n'est plus sur des bombardements ciblés, on est quasiment sur du tapis de bombe à certains endroits. Ensuite, la cohésion nationale, pour l'instant, elle existe toujours au sein de l'État d'Israël parce qu'il y a eu un tel choc avec les massacres et notamment les vidéos qui ont été récupérées sur les GoPro des terroristes du Hamas qui ont fait qu'il y a eu une radicalisation des positions et même les travaillistes et les gens qui étaient les plus à même à avoir une
politique de négociation avec les Palestiniens se sont rangés derrière le camp du gouvernement dont tu parlais, hein, qui est un gouvernement extrémiste, hein, émanant du Likoud. Attends, je t'interromps une seconde. Je Ouais. t'interromps une seconde, Hervé, excuse-moi. Mais j'ai retrouvé là le communiqué de ce monsieur. Hein. Voilà ce que nous dit, il s'appelle Armishai Eliaou sur Facebook. Le nord de Gaza est plus beau que jamais, sous les bombes. Hein. Tout faire exploser et tout aplatir est un régal pour les yeux. Bravo, merci. Nous allons distribuer des parcelles à tous ceux qui se sont battus pour Gaza et aux expulsés de Gush Katif, qui était probablement quand Sharon avait fait démanteler les colonies de Gaza pour pouvoir le restituer aux Palestiniens, a publié le ministre israélien du patrimoine. Voilà le communiqué officiel du ministre israélien du patrimoine. Le nord de Gaza est plus beau que jamais. Tout faire exploser et tout aplatir est un régal pour les yeux. Moi, je suis désolé, hein, ces gens-là sont des fous dangereux. Ouais, mais ce sont des extrémistes au même titre que les gens du Hamas, en fait. On est Oui, oui, face oui, à oui, tout à fait, tout à fait. deux positionnements extrémistes. Et les rares personnes qui avaient un petit peu de position un petit peu, on va dire, équilibrée, sont rentrées dans ce jeu-là également. Ensuite, concernant la concentration des forces, eh bien, il est évident que Tsahal a une telle puissance que cette concentration, cette puissance ne pourra pas être attaquée, même si elle repose avant tout sur les 360 000 réservistes qui ont été mobilisés. La supériorité des feux en artillerie et en aviation, ben, c'est évident que Tsahal l'a et ne la perdra pas. Ensuite, par contre, il y a un stand de gravité qui pourrait être rapidement fragilisé du fait de la mobilisation dans la durée des réservistes, mais aussi du fait que les ports de la Méditerranée sont quasiment fermés, les ports israéliens de la Méditerranée. C'est pour ça qu'il y a ce flux logistique qui est en train de se déverser et d'être varianté par la mer Rouge vers le port d'Eilat. Donc, c'est vraiment un sujet, ça, l'économie du pays, qui pourrait souffrir à long terme ou à moyen terme de cette mobilisation excessive dans la guerre contre le Hamas. Concernant le Hamas, ses centres de gravité, le soutien du Sud global, il faut bien comprendre qu'avec toutes les images des bombardements de la bande de Gaza, alors les images, eh bien, il y a celles que l'on voit, bien sûr, sur les médias, on va dire, classiques, mais il y a tout ce qui traîne sur Telegram. Hein, et ça, si vous voulez, c'est impossible de l'arrêter. Ensuite, le soutien de la population. Alors, je pense qu'on est peut-être à une bascule en ce moment sur la bande de Gaza, parce qu'il y a quand même des gens qui habitent, même s'ils ont de la rancœur et de la haine contre les Israéliens, ils se rendent compte quand même qu'ils sont instrumentalisés par le Hamas. Ça, c'est pas nouveau, mais là, ça devient de plus en plus dramatique pour eux. L'effectif des combattants, je pense qu'avec ce niveau de frappe, il commence quand même à avoir des pertes qui sont conséquentes et peut-être d'un facteur de 10 par rapport aux pertes israéliennes. Le réseau défensif, bien sûr, leur espèce de ligne Maginot qui repose sur des tunnels très en profondeur est bien sûr quasiment toujours intact, même s'il a commencé à être attaqué par ce niveau de frappe, hein, qui est quand même inusité en utilisant justement des bombes qui permettent de pénétrer et d'ébranler ce réseau. Mais quoi qu'il en soit, ce réseau défensif, qui est une sorte de ligne Maginot, entre guillemets, à la sauce du Hamas, tant que quand les combattants du Hamas sont à l'intérieur, contrairement à la ligne Maginot, ils ne peuvent pas combattre. Et pour combattre, ils sont obligés de sortir. Donc il y a un vrai dilemme également sur le plan opérationnel pour eux. Ensuite, la capacité de frappe. Ils ont toujours une capacité de frappe en termes de tir de roquettes, comme on peut l'observer. C'est assez étonnant, hein, mais ça prouve qu'ils ont encore cette capacité-là, même si elle n'est pas du niveau du 7 octobre. Mais elle commence à être sérieusement amenuisée. Les étapes finales recherchées par chaque belligérant direct, éradiquer le Hamas, je pense que c'est une situation, un objectif qui va être quand même difficile à atteindre. Pourquoi? Non pas sur la bande de Gaza, mais parce que le Hamas est également présent en Cisjordanie et que même après avoir écrasé le Hamas sur la bande de Gaza, donc avec les forces militaires, il faudra bien sûr avoir une action de police renforcée peut-être sur la Cisjordanie. Ensuite, sécuriser le territoire. Eh bien, sécuriser le territoire israélien, c'est en cours, certainement, mais quid de la bande de Gaza à l'issue? On en revient à l'intervention de Régis à ce propos, parce qu'il n'y a pas d'objectif politique, il n'y a pas de perspectives politiques qui sont offertes. Hein, après cette action militaire. Côté Hamas, régionaliser le conflit, je pense que
régionaliser le conflit, ça va être un objectif qui est en train de s'éloigner, hein, du fait de la présence américaine qui est dissuasif et aussi surtout du positionnement stratégique de l'Iran qui va se positionner de manière à montrer qu'ils soutiennent, mais pas trop, et sans aller au-delà d'actions qui pourraient générer une riposte directe des États-Unis et d'Israël, et mettre fin au processus d'Abraham. Par contre, il est clair que là, pour l'instant, l'objectif est atteint et il faudra qu'il y ait vraiment une solution politique acceptable par les pays arabes et donc par les Palestiniens à l'issue de ce terrible conflit pour que le processus d'Abraham et notamment le rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite puisse être remis à l'ordre du jour. Alors, concernant la cartographie des acteurs que l'on suit depuis le début de ce conflit, de cette guerre, rien de changé hein, par rapport au positionnement de la dernière fois, hormis que bien sûr le Fatah est toujours aux abonnés absents, que l'État libanais est également quasiment aux abonnés absents. Enfin, c'est pas qu'il a aux abonnés absents, c'est que l'État libanais, lui, n'a qu'une crainte, c'est une guerre civile sur son territoire. Il préfère une régionalisation du conflit plutôt qu'une guerre civile sur son territoire. Et on peut très bien le comprendre, surtout que c'est un État qui est en extrême difficulté. Et surtout, le positionnement toujours un petit peu d'équilibriste ou de danseur de claquettes de la Turquie, qui est un allié stratégique d'Israël. Ça, c'est factuel. La Turquie est un allié stratégique d'Israël en Asie centrale, dans le cas de la guerre qui a opposé l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Dans le cas de l'ennemi commun qu'ils ont en la présence de l'Iran, dans le cas que Israël fournit de l'armement à la Turquie et que la Turquie fournit du pétrole à Israël. Et ensuite, un positionnement, on va dire, déclaratif et de posture de M. Erdogan qui affiche un soutien, bien sûr, aux Palestiniens, mais un soutien quand même, mais au-delà de ses déclarations sur le Hamas, il cherche quand même une solution, on va dire, diplomatique au conflit. Concernant ensuite les autres acteurs comme la Russie et puis la Chine, la Chine devient de plus en plus discrète alors qu'elle était un peu plus visible il y a 2 semaines. La Russie est toujours sur le même positionnement, qui est un positionnement d'équilibriste, en cherchant une solution diplomatique et en évitant de se couper de ses alliés historiques arabes. Hérité d'ailleurs de la sphère d'influence de l'ex-Union soviétique. Concernant les parties prenantes éloignées du conflit, notamment les États-Unis, l'Europe, la France et la Russie et la Chine en termes d'état final recherché, éviter la régionalisation du conflit, je pense que j'ai mis un signe rouge de danger, mais je pense qu'on est plutôt dans l'orange, hein, puisque globalement, l'effet dissuasif des États-Unis est opérant et surtout la mesure dont fait preuve l'Iran est également opérant. Dissuader l'Iran, c'est effectif pour les États-Unis. Préserver la reprise des accords d'Abraham, il me semble que là, pour l'instant, il faudra qu'il y ait une solution politique pour que ce processus puisse reprendre. Éviter l'importation du conflit en France ou en Europe, pour ce qui nous concerne, nous, il est déjà importé, et dans de nombreux pays d'Europe, c'est également le cas. Alors, ça peut s'expliquer, hein. J'ai vu une très, très intéressante interview de Jacques Beau, qui, après avoir beaucoup écrit sur le conflit en Ukraine, écrit maintenant sur le terrorisme, et notamment sur ce conflit-là, qui est lié, bien sûr, à une attaque terroriste, celle du 7 octobre. Et il explique très bien que sur un plan pragmatique, à partir du moment où vous avez de fortes communautés sur un territoire national qui sont susceptibles d'être impliquées émotionnellement dans ce conflit, indirectement, et que ça peut créer des tensions, il faut que le positionnement politique des dirigeants de ce pays soit mesuré. Et que, par exemple, lorsqu'ils accordent leur soutien à Israël, qu'ils n'oublient pas de mentionner également les autres populations qui sont concernées par ce conflit, et surtout éviter les termes comme soutien inconditionnel, surtout lorsqu'on est face à un gouvernement comme celui de Netanyahou, qui est un gouvernement extrémiste, et qui a mené, par ses différents choix politiques, à cette situation. Et bien sûr, ensuite, la Russie et puis la Chine, qui sont dans cette volonté d'éviter la régionalisation du conflit, parce qu'ils sont dans cet objectif de multipolarisation
du paysage mondial et bien sûr favoriser une solution politique. Alors c'est un objectif pour l'instant que personne n'évoque, peut-être un peu les Américains, mais surtout eux, hein, parce qu'il est évident que lorsque cette guerre sera terminée, il faudra absolument qu'il y ait une solution politique viable qui soit proposée aux Palestiniens. Concernant les différents théâtres de ce conflit, le théâtre le plus actif pour l'instant, bien sûr, celui de la bande de Gaza. Ensuite, le théâtre qui est quand même actif, mais sur un mode d'affrontement qui est plutôt celui du mode du maintien de l'ordre, c'est la Cisjordanie. Et ensuite, le théâtre du Sud-Liban, donc la frontière entre Israël et l'État libanais, où il y a une recrudescence des frappes du Hezbollah, mais on est à la limite sur une forme de gesticulation d'artillerie, parce que ça ne changera rien à la situation stratégique pour Tsahal ou même pour la zone. Alors, j'en avais parlé du niveau de frappe, hein, et du niveau de destruction des bâtiments sur la bande de Gaza. Bon, c'est énorme en fait. Sur Gaza Nord, on est environ à 33% de bâtiments qui sont détruits, hein, sur vraiment Gaza Nord. Ensuite, on passe entre 23 et 26%. Évidemment, et heureusement, puisque les Israéliens ont demandé à la population gazaoui d'évacuer vers le sud, heureusement, le niveau de frappe est beaucoup moindre, et notamment à proximité de la ville de Rafah. Et c'est d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'y revenir, un des gros manques de la stratégie actuelle israélienne, parce que c'est une stratégie opérationnelle qui n'a pas du tout pris en compte de manière opérationnelle le sujet de la population dans le cadre d'actions civilo-militaires. Alors, il y a 15 jours, on avait proposé à nos auditeurs cette manœuvre. Eh bien, il se trouve que c'est la manœuvre qui est menée actuellement par Tsahal, hein. Donc, un cloisonnement. De toute façon, il n'y avait pas d'autre manœuvre possible par rapport à l'objectif qu'il s'était donné. Donc là, maintenant, la bande de Gaza est cloisonnée, le Gaza Nord est encerclé. La suite des opérations, bien sûr, vont être de filtrer éventuellement, et j'aurai l'occasion d'y revenir, le reste le reliquat de la population qui se trouve encore, de manière à ce qu'elle puisse s'évacuer vers des zones qui sont plus sûres, notamment au sud du territoire de Gaza, en évitant qu'il y ait des exfiltrations, bien sûr, des combattants du Hamas. Et ensuite, investir et réduire toutes les résistances qui seront trouvées par Tsahal et les points d'appui du Hamas. Contrôler la zone, ça voudra dire que pendant un certain temps, il faudra quand même assurer la sécurité et avoir des troupes qui sont en mesure de contrôler cette zone-là. Et ensuite, peut-être en mesure de relancer l'opération au centre de la zone de Gaza dans une phase 2, parce qu'il est évident que le Hamas, même si sa concentration de force se trouve certainement au nord, a également des forces au centre et au sud, et ensuite, bien sûr, dans une troisième phase, au sud. Toujours ne pas oublier qu'on est face à une zone qui a la plus forte densité de population au monde, d'où les effets terribles des frappes israéliennes, notamment sur Gaza Nord. Alors, on en arrive au gros déficit de la stratégie actuelle de Tsahal, c'est la prise en compte de la population. Alors, bien sûr, il y a eu ces fameux messages et demandé avec 24 heures de délai à la population d'évacuer vers le sud. D'abord, c'est une évacuation spontanée sans qu'elle ait été organisée en coordination avec les ONG ou même l'ONU, ce qui aurait pu être fait, hein, en amont lors de la planification de l'opération. Et ensuite, créer une vraie zone de recueil des populations. Parce que pour l'instant, il y a une zone qui a été très, très rapidement identifiée en bordure de mer, hein, il me semble à côté de Deir el-Bala, mais ça reste à vérifier. Et il paraît évident que la zone la plus sûre pour les populations évacuées serait, alors évidemment ça ne plairait pas à l'Égypte, à proximité de la frontière égyptienne. Et il faut que dans ce cas-là, il faut absolument que ce déficit opérationnel de prise en compte de la population via des actions civilo-militaires en coordination avec l'ONU soit intégré dans le plan israélien.
et agir de la même manière que les Russes l'avaient fait à une échelle moindre sur Mariupol, en créant des couloirs humanitaires. Parce qu'il est évident que la notion de cessez-le-feu n'interviendra pas, mais par contre, la notion de zone de non-feu à partir de couloirs humanitaires pour permettre à la population d'évacuer peut très bien être mis en place. Alors, la difficulté, ça sera bien sûr la coordination avec le Hamas, mais au-delà de ça, c'est une partie de la manœuvre qui doit être absolument intégrée à l'opération israélienne. Sinon, sur le plan stratégique, le plan politique et sur le plan de l'image, cette opération va devenir rapidement intenable. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, voilà la situation actuelle des forces israéliennes, grosso modo. Donc, une progression au nord, notamment le long de la mer, avec la volonté d'atteindre un hôpital qui serait un des centres opérationnels du Hamas. Alors, remarque en passant, le Hamas, évidemment, cherche à s'immiscer dans la population de manière à ce que les frappes, bien sûr, de Tzahal produisent des dommages collatéraux, mais n'oublions pas que lors du siège de Mariupol, les forces ukrainiennes faisaient la même chose. Et ça a eu les mêmes résultats d'ailleurs sur la population de Mariupol. Donc vous voyez, d'où la difficulté des commentateurs actuellement sur les plateaux télé qui sont en difficulté avec une vision de double standard, parce que ce qui est reproché à juste titre aux Russes, ils ont du mal à le reprocher en fait aux forces armées israéliennes. C'est vraiment pour eux une difficulté de positionnement médiatique. Donc la manœuvre israélienne, hein, qui est celle que l'on avait proposée il y a 2 semaines sur cette chaîne, on verra ensuite comment cela se passe pour bien sûr la phase suivante qui consistera à rentrer dans la ville de Gaza pour neutraliser et détruire les points d'appui du Hamas. Alors de toute manière, un des impératifs des forces israéliennes, c'est d'éviter à tout prix d'engager des troupes en investigation dans les tunnels. Alors malheureusement, bien sûr, parce que ça pourrait être lié également à la présence des otages, puisqu'il est fort possible que les otages soient justement à Gaza Nord et séquestrés dans des tunnels. Mais en tous les cas, ça serait vraiment, c'est pour eux un impératif de ne pas s'engager dans les tunnels, de trouver des moyens de neutralisation différents, à distance, ou tout simplement attendre que les gens du Hamas sortent, tout simplement parce qu'ils n'auront plus d'oxygène, parce que les centrales d'aération des tunnels auront été repérées et mises en panne par les Israéliens, soit en utilisant des gaz incapacitants, type lacrymogène, ainsi de suite. Il y a différentes manières d'arriver à neutraliser les forces qui se trouvent dans ces tunnels, en évitant de mettre la vie des otages en jeu, qui seront à étudier par les forces israéliennes. Tu as quelque chose à rajouter, Régis? Non, non, non. Donc maintenant, on change de théâtre. Hein. Donc un théâtre, c'est le théâtre de la guerre en Ukraine. On va repartir des centres de gravité. Les centres de gravité russes, le soutien de la population, il est acquis aux dirigeants russes, hein, malgré les actions de harcèlement des forces ukrainiennes au centre de la Russie, hein, sur certaines grandes villes, notamment Moscou. D'ailleurs, ça s'est arrêté, hein, on n'en parle plus. Mais surtout, actuellement, sur la frontière vers la région de Belgorod, n'ont pas créé de dissension entre la population et les dirigeants. La souveraineté sur la Crimée et la maîtrise de la mer Noire, je l'ai mis en orange, mais on s'aperçoit qu'il y a une baisse de pression significative de la part des capacités ukrainiennes à frapper la péninsule de Crimée, mais également les approches maritimes de la péninsule de Crimée. La supériorité des feux en artillerie et en aviation des Russes n'est pas inquiétée, et elle est même renforcée maintenant par le transfert de munitions de la Corée. Hein. On parle de 1 million de munitions qui auraient été transférées de la Corée du Nord. Et bien sûr, le soutien du Sud global qui, pour l'instant, est acquis aux Russes. Concernant les Ukrainiens, la situation est beaucoup plus compliquée maintenant. Parce que quand je parle de la volonté de se battre, le fait est, c'est qu'il y a une lassitude qui est patente dans la société ukrainienne du fait de la mobilisation, du fait
de la situation économique qui devient dramatique, du fait des destructions des infrastructures qui ont été faites par les Russes, donc une situation qui est difficile. Les effectifs mobilisés et mobilisables, qui sont un vrai sujet, hein, qui a été mis d'ailleurs en avant par le chef d'état-major des armées, Zaluzny, qui a été interviewé dernièrement, donc j'aurai l'occasion également d'en parler. Les infrastructures énergétiques industrielles qui sont très très amenuisées par les frappes stratégiques russes, le territoire, hein, puisqu'ils sont toujours à 18% de leur territoire qui est occupé et qui a, en l'état des forces, très peu de chances d'être reconquis, du moins dans les frontières de 91, et l'appui occidental maintenant qui devient quand même problématique en termes de réalisation par rapport aux promesses qui avaient été faites. Alors, je parle en termes de munitions, notamment d'obus 255, mais également de matériel, un renouvellement des matériels qui auraient été détruits. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant dans la presse, et notamment la presse anglo-saxonne, qui devient une presse de référence où il y a des informations qui sont des informations équilibrées, hein, et avec des débats que l'on a du mal à voir dans notre presse, nous en France, eh bien, il y a une interview du président Zelensky où il avoue qu'il est le seul à croire encore à la victoire. Hein, et cette presse n'a pas peur de mettre en avant un peu le caractère halluciné du président Zelensky par rapport à ce positionnement. Alors, cette interview vient tout de suite après avec, en contrepoint, l'interview du chef d'état-major des armées ukrainien, Zaluzny, qui lui met en avant les grandes difficultés qui sont celles des forces armées ukrainiennes, qui reposent bien sûr, comme on l'a souvent dit sur cette chaîne, sur l'absence de supériorité aérienne, sur l'absence de certains moyens anti-mines, sur l'absence de capacité de contre-batterie efficace, sur l'absence de moyens de guerre électronique et sur l'absence et surtout de réserves. Et on en arrive à cette problématique des effectifs mobilisables et mobilisés pour faire face aux pertes qui ont été celles depuis le début du conflit. Donc une situation très difficile et une interview qui est assez surprenante et qui pourrait laisser entendre qu'il y a une dissension depuis plusieurs mois entre lui et puis les dirigeants politiques de l'Ukraine, notamment le président Zelensky. Je pense que cet officier était opposé au déclenchement de l'offensive telle qu'elle a été déclenchée dans les conditions dans lesquelles elle a été déclenchée sur Zaporizhzhia. Et je pense qu'il était également opposé à la résistance qui a été menée sur Bakhmout et qu'il aurait largement préféré qu'il y ait un retrait de Bakhmout avec une mise en place d'une ligne de défense sur les hauteurs qui sont à l'ouest de Bakhmout, ce qui était logique. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est fait après, et malheureusement après de nombreuses pertes pour les forces armées ukrainiennes. Alors, également, Alors, attends, vas-y, excuse-moi, je voulais faire vas-y. une petite observation concernant cette dualité. D'abord, l'article du Time est meurtrier, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont en train de nous décrire comment dire, le dirigeant ukrainien enfermé dans son bunker. On a l'impression d'être devant le film La Chute, quoi. C'est tout à fait étonnant. Il est halluciné. Bon, donc, alors il y a ce qu'il a dit en réalité, je ne sais pas, mais la présentation du Time est, à mon avis, très intéressante. Elle le disqualifie. Après, on a Zaluzny. Zaluzny, dont on a l'impression qu'on lui donne très largement la parole parce qu'il y a eu un article, il y a eu une interview, il va très loin. Alors, je ferai une observation, c'est un réaliste, il pointe les raisons pour lesquelles ils sont en difficulté et ils ont perdu tout un tas d'opérations. Mais pour arriver à la victoire, parce qu'il est obligé de dire qu'il est toujours mobilisé pour la victoire, on a l'impression qu'il rêve un peu. Hein, dans voilà ce dont on aurait besoin. Il faudrait avoir une invention technologique équivalente à celle de l'invention de la poudre à canon par les Chinois, etc., etc. Bon, moi, je me demande, hein, Guardian d'un côté, Time de l'autre, s'il n'y a pas une opération dans le contexte actuel où le soutien occidental va se tarir, mais déjà il s'est effondré en termes de communication, hein, mais pas seulement, je suppose, en termes de communication. On va voir ce que donnent les discussions budgétaires aux États-Unis. Je pense que, alors attention, hein, tout ça c'est de la spéculation pure, que le remplacement par Zaluzny éventuellement
de Zelensky serait peut-être envisagée. Spéculation, hein, j'insiste, spéculation, parce que je trouve ça assez curieux que le Guardian lui ait donné à ce point la parole et lui ait permis d'aller aussi loin, quelque part, Ouais. hein, parce que par rapport au moral de la population ukrainienne, par rapport à cette opinion publique ukrainienne à qui on a beaucoup menti. Et d'ailleurs, il y a un autre dirigeant ukrainien, je ne sais plus lequel, qui dit, écoutez, voilà, on s'est auto-intoxiqué. On nous a dit qu'ils étaient nuls, après Kharkov qu'ils allaient se débander, etc. Et on y a cru. Donc, alors je ne sais pas si c'est vrai, si c'est la réalité, mais il y a également ce genre de message qui passe. Donc, ce n'est pas du tout impossible que dans cette nouvelle phase qui s'ouvre maintenant, Zelensky soit sur le toboggan qui l'amènera dehors. Oui, en tout cas, c'est étonnant, hein, puisqu'on est c'est presque une forme de rébellion, hein, par rapport à un pouvoir politique. Il faut imaginer le chef d'état-major des armées, chez nous, étant interviewé et disant ce qu'a dit Zaloujny. C'est un truc impensable. Il ne faut pas oublier qu'il y a un chef d'état-major des armées chez nous qui a démissionné, hein, et on n'était pas en état de guerre. Hein. Donc, je trouve ça très, très étonnant. Alors maintenant, plus près de chez nous, le chef d'état-major de l'armée de terre a également analysé, sur le plan technique, bien sûr, et pas sur le plan politique, les éléments qui se ressortaient de l'interview du chef d'état-major de l'armée ukrainienne, le général Jalouzny. Moi, je dirais une chose, hein, c'est que ce qui ressort des points qui sont soulignés par le chef d'état-major de l'armée de terre de chez nous et qui reprennent bien sûr in extenso ceux du général Jalouzny avec une réflexion bien sûr qui est adaptée à l'armée de terre française, c'est qu'on comprend très bien pourquoi les Russes ont basculé dans la stratégie d'attrition. À partir du moment où vous ne pouvez pas avoir de surprise tactique parce qu'il y a hyper-surveillance du front de part et d'autre et que tout mouvement et toute concentration de force susceptible de pouvoir percer une ligne défensive est détectée, donc dans l'incapacité de poursuivre sa concentration, eh bien vous êtes face à une impasse tactique. Or, cette impasse tactique, elle ne peut être dépassée que par l'affaiblissement structurel d'un des adversaires. D'où la stratégie d'attrition qui a été mise en place par les Russes et notamment par le général Surovikin, qui maintenant a disparu du paysage, euh, qui, ouais, c'est encore des événements extraordinaires de ce conflit. Il y en a eu plusieurs, des deux côtés d'ailleurs. Donc, cette stratégie d'attrition permet en fait de contourner cette problématique, ce problème, parce qu'une fois que votre adversaire est suffisamment affaibli, eh bien, peu importe qu'il détecte vos concentrations de force, puisqu'il n'est plus en état de les contrer ou d'y faire face. C'est toute la logique de la stratégie d'attrition. D'ailleurs, Zalouzny, dans son interview, il dit « Nous sommes en 1917 », c'est-à-dire qu'il compare la situation, le feu tue, hein, et les blocages de la Première Guerre mondiale à la situation que je qualifie l'ISR, c'est-à-dire tout ce qui relève du renseignement et des drones, hein, tue. C'est-à-dire que situation, là également de blocage, dont tu dis que le moyen d'en sortir, c'est la guerre d'usure, en fait. Oui, oui, tout à fait. Alors, pour en revenir aux frappes dans la profondeur, je n'aborde jamais les frappes dans la profondeur russe parce que, bien sûr, on n'en parle pas dans les médias, mais elles sont quasiment quotidiennes. Hein. Il n'y a pas une partie du territoire ukrainien qui n'est pas frappée quotidiennement sur des infrastructures vitales ou qui sont liées au complexe militaro-industriel ukrainien ou à la logistique. Voilà. Par contre, pendant environ 2 semaines, il y a eu une disparition des frappes par Storm Shadow et Scalp, et on a eu en début de semaine plusieurs Storm Shadow et Scalp qui ont été lancés. Donc ça veut dire que la capacité des Ukrainiens, ils ont réussi à la réhabiliter, et apparemment ils ont réussi à transformer des Sukhoi 27 pour le tir de Scalp et de Storm Shadow, ce qui n'était pas le cas avant. Toujours cette ingéniosité quand même des Ukrainiens, hein, avec peu de moyens, ils arrivent cherchent à avoir des effets stratégiques, il faut quand même le reconnaître. Hein. Mais apparemment, les frappes n'ont pas réussi, et tous les missiles auraient été abattus et interceptés. Donc, une capacité de frappe qui est toujours présente,
Je rappelle qu'il y a une semaine, il y a eu des attaques MS qui ont été lancées, notamment sur des héliports où il y avait des hélicoptères Alligator qui posent énormément de problèmes aux Ukrainiens. Donc, les héliports ont été touchés. Apparemment, il y aurait 21 hélicoptères détruits ou endommagés sur Luhansk et puis sur Berdiansk. Oui, c'est ça. Berdiansk. Voilà, donc cette capacité épisodique de frappe dans la profondeur chez les Ukrainiens qui existe encore, avec des moyens qui sont comptés, hein, des moyens qui sont comptés. Les attaques MS, on ne sait pas combien ils en ont reçu. Et ensuite, les Storm Shadow, je pense qu'ils ont peut-être eu un nouveau lot de Storm Shadow et de Scalp. Il ne faut pas oublier que le Storm Shadow, c'est quand même 1 million d'euros, hein, le missile, donc c'est pas anodin. Et puis ensuite, il faut avoir les vecteurs derrière pour pouvoir mettre en l'air ces missiles, donc des Sukhoi 24M. Je pense qu'il n'en reste pas beaucoup, et c'est pour ça que d'ailleurs, ils ont converti les Sukhoi 27 au tir de ces mêmes missiles. Alors, la situation du front terrestre, on va d'abord parler un petit peu d'un sujet qui est fondamental, c'est la maintenance des véhicules endommagés à proximité du front. Et là, il y a un très net avantage des Russes, parce qu'ils ont des véhicules qui sont rustiques, hein, et ils ont une grande standardisation de leurs véhicules. Donc, lorsqu'ils ont un véhicule endommagé, pour eux, il est très simple de le reculer au niveau divisionnaire. Divisionnaire, c'est là où on va retrouver les ateliers de troisième échelon de l'armée de terre française qui vont faire ces réparations. Ces réparations pour que le véhicule puisse repartir tout de suite au front. Et l'armée ukrainienne, maintenant, avait cette capacité, lorsqu'elle avait encore beaucoup de véhicules d'origine russe, hein, dérivés de véhicules russes comme les T-64M, qui sont des T-64 améliorés par le complexe militaro-industriel ukrainien. Et maintenant qu'ils ont énormément d'échantillonnage de matériel d'origine occidentale, qui sont en général plus sophistiqués et donc plus fragiles, et pas forcément la capacité à faire la maintenance derrière le front, dès que ces véhicules sont endommagés, soit ils sont abandonnés, donc il faut imaginer le gâchis, soit comme les léopards, ils partent en maintenance, mais en Pologne. Vous imaginez, la Pologne, c'est à 1000 km du front. Ça veut dire qu'un léopard qui est endommagé, qui part en maintenance en Pologne, pendant 1 à 2 mois, il n'est pas présent. Donc un niveau de disponibilité des moyens qui est complètement déséquilibré entre les moyens à disposition des forces russes et les moyens à disposition des forces armées ukrainiennes, du fait de cette possibilité qu'ont les Russes de faire de la maintenance de troisième échelon à proximité du front. Alors, une petite vidéo qui est intéressante, justement, c'est voir les mécaniciens russes qui sont en train de réparer un T-80 qui a été endommagé par une munition rôdeuse ukrainienne. Alors, tout le parc à chars que vous voyez, c'est des véhicules endommagés. Vous imaginez la capacité de réparation que ça crée avec des véhicules qui sont rustiques? Voilà, donc c'est une vidéo qui est intéressante parce que ça montre la rusticité quand même des conditions de vie sur le terrain, hein. Tous ceux qui ont été dans l'armée de terre et qui ont fait ces manœuvres de division blindée, à l'époque on avait ces grosses divisions blindées dans les années 80 et qui partaient en camp pour justement faire du combat de haute intensité simulé face à l'ennemi, à l'époque qui était l'ennemi supposé, les forces du pacte de Varsovie avec un plastron. Eh bien, on se rappelle tous de la nécessité d'avoir des véhicules rustiques, hein, dans ces conditions qui sont difficiles, avec la boue, avec le froid. Et à l'époque, les matériels justement des armées occidentales étaient des matériels rustiques, que ce soit les AMX-30 ou les AMX-10P, tous ces moyens-là. Et on peut également s'interroger sur l'hyper-sophistication des moyens occidentaux par rapport aux conditions réelles d'un combat de haute intensité. Donc je ferme la parenthèse pour en revenir à la situation du front terrestre. Ce que l'on peut constater entre l'embouchure du Dniepr et puis la ville de Vuhledar, c'est qu'il y a une recrudescence des opérations. Alors,
d'abord entre le pont Antonovski et puis l'ex-barrage qui a été détruit donc par une origine inconnue, on va dire. Il y a des tentatives de... c'est Advitka, oui, c'est Advitka. Des tentatives de tête de pont des forces ukrainiennes sur la rive est du Dniepr, des forces légères du niveau de la compagnie. J'ai du mal à voir l'intérêt de ce type d'action, même si les Russes cherchent à contre-attaquer hein, sur ces têtes de pont après les avoir largement bombardées par l'artillerie ou par des drones ou même des bombes planantes. Parce qu'ils n'ont pas de capacité amphibie réelle pour pouvoir passer en force. Donc j'ai l'impression qu'ils sont en train d'user des effectifs, pas forcément de manière très pertinente. Ensuite, sur la centrale de Energodar, comme je le dis depuis le début, c'est quand même un objectif stratégique central. On sent une nouvelle agitation autour de cette centrale, avec quelques drones ukrainiens qui l'ont survolé et qui ont été abattus par les Russes. Et enfin, sur Vuhledar, vous vous rappelez tous de cette fameuse offensive d'il y a quelques mois sur Vuhledar de la part des Russes qui avait été un petit peu catastrophique. Il semblerait que les Russes recherchent à prendre pied sur cette ville et à avoir des actions offensives. Apparemment, les premières auraient été également des échecs. Alors pourquoi ils cherchent à avoir des actions offensives? Puisqu'on voit très bien, c'est que là, vous avez cette voie ferrée, hein, et tout ce que l'on voit en jaune fluo, ce sont les voies ferrées qui sont susceptibles d'alimenter le front russe, hein, et qui alimentent d'ailleurs le front russe, c'est pas susceptible, qui alimentent le front russe, puisque la logistique russe repose, la logistique de théâtre repose essentiellement sur la voie ferrée. Et d'ailleurs, comme ils sont conscients de la fragilité de cette voie ferrée qui passe par le pont de Kerch et qui ensuite passe par des petits ponts qui permettent de traverser ici, ils sont en train de construire une voie ferrée entre Rostov, Mariupol et Melitopol. Les travaux ont commencé. Donc, je pense qu'ils vont suivre très probablement la M14 à partir de là, de manière à ce que ça soit beaucoup plus simple sur le plan logistique pour la construction de la voie ferrée. Donc, un projet quand même ambitieux. Alors, pour en revenir à l'échec des forces ukrainiennes sur l'offensive sur la trouée de Zaporizhzhia, il y a bien sûr l'analyse qui a été faite par le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes, le général Jalouzny. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on en revient à ce que tu disais tout à l'heure en termes d'intoxication de la part des Russes. Parce que la manœuvre d'intoxication conduite par les Russes, à mon avis, elle avait pour but de convaincre les forces armées ukrainiennes qu'ils étaient dans un état moral pas très bon, de manière à les pousser à attaquer, alors qu'ils n'avaient pas d'appui d'artillerie suffisant, ni de supériorité aérienne sur une zone de défense qui est quasiment hors norme depuis les ouvrages défensifs de la bataille de Koursk. Et ils pensaient que euh, de manière fausse d'ailleurs, que comme sur Kharkiv, les Russes allaient se replier très rapidement, alors que les conditions étaient totalement différentes, aussi bien sur le plan des effectifs que sur le plan de l'organisation défensive du terrain. Donc, on en revient toujours à la même chose. Il n'y a pas pire intoxication que de croire à ses propres certitudes ou ses propres mensonges. Et qui plus est, lorsque l'adversaire en face, c'est-à-dire les Russes, les alimente, et qu'en plus, cette désinformation est relayée complaisamment par les médias ukrainiens et surtout les médias occidentaux. Donc, on arrive à une situation qui devient catastrophique sur le plan stratégique. Alors maintenant, on va refaire une focale sur la bataille d'Advitka. Alors, je passe très rapidement. Où on en est sur Advitka? Eh bien, les Russes continuent à fermer la pince. Alors, de manière prudente par rapport à ce qu'ils ont voulu faire au début, là, entre le 10 et le 12 décembre, avec leur tentative de percée qui a été neutralisée par l'artillerie ukrainienne. On est maintenant sur un combat classique de fermeture de la pince et de manière prudente, avec chaque fois des préparations d'artillerie avant d'avancer. Alors, les Russes au nord auraient atteint la voie ferrée, dépasser la voie ferrée, ce qui est un élément fondamental hein, sur le plan de la fermeture de cette pince, sachant que l'axe logistique qui permet aux Ukrainiens d'être ravitaillés, en fait, est sous les feux de l'artillerie russe.
Donc voilà la manœuvre telle qu'elle est envisagée par les Russes. Alors au nord, sur le front de Kupiansk, globalement, il y a des avancées des Russes, mais qui ne sont pas notables et qui sont pas observables sur le plan opératif, mais la pression continue. Voilà. J'ai terminé. Tu as quelque chose à dire là, Régis, sur la partie Euh, Concernant Advika, ou Avitka, enfin je ne sais plus ouais, comment ça se ouais, prononce, on a du mal. j'ai les mêmes problèmes que toi. Ce que je constate, c'est effectivement, euh, c'était parti plus rapidement, mais ça fait un bon moment que ça dure. Et lorsqu'on voit l'espace des 8 km, est-ce qu'ils ont atteint ou pas la voie ferrée, ce qui, concernant l'encerclement opérationnel, est quelque chose d'important, ça ne bouge pas beaucoup. Sur la vidéo des réparations, on voyait que la Raputitsa était probablement commencée. Hein, donc tout ça affecte ce conflit, mais effectivement, le blocage ou en tout cas l'évolution par attrition sera lente. Hein. On ne va pas avoir de solution ni militaire ni par conséquent diplomatique avant longtemps. Moi, j'ai pensé depuis longtemps, ceux qui me suivent le reconnaîtront, la stratégie des Russes n'est pas pressée. Les Russes ne sont pas pressés. D'ailleurs, ils opèrent avec une main dans le dos. Ils continuent à poursuivre leur marche économique. Je reçois régulièrement les mises au point de Jacques Sapir concernant leur économie. Les échos qu'on a de la société russe montrent bien que le soutien est intact. Pas oublier qu'il y a une élection présidentielle au mois de mars. Euh, que Vladimir Poutine gagnera sûrement, mais voilà, c'est une situation où les Russes ont leur temps, surtout que tout ça s'inscrit dans un contexte qui est un contexte d'affrontement nord-sud. C'est une facilité de langage, hein, et que les choses évoluent, et que de toute façon, ce qui s'est produit au Moyen-Orient, là aussi, aura une grosse influence sur ce contexte global. Voilà, c'était nous sommes en 1917, nous dit Zalouzny. Je ne pense pas que ce soit exactement ça, parce que je pense que quelqu'un a l'initiative, et c'est la Russie, et a les moyens de gagner cette guerre. L'Ukraine ne les a plus, si tant est qu'elle les ait jamais eus. Donc, bon, voilà, maintenant, on va basculer dans une forme de routine de cette guerre-là. Hein. C'est assez impressionnant, avec toujours des pertes humaines considérables, surtout du côté ukrainien. Moi, je pense que, étant donné le volume de recrues, de volontaires russes qui sont actuellement à l'instruction, de mémoire à environ 350 000, voire 400 000, il est probable que les Russes aient une capacité d'offensive au niveau opératif sur toutes les zones du front cet hiver, où ils constateront un affaiblissement patent des forces ukrainiennes. Je pense que l'hiver peut être très très difficile pour les forces ukrainiennes. Mais avec une possibilité d'effondrement, tu penses? Peut-être à certains endroits, peut-être. À voir. Par exemple, le saillant de Robotine, il va être très difficile à tenir par les forces ukrainiennes, par exemple, du fait des conditions climatiques, du fait de possibles contre-attaques de flanc par les Russes, qui seront renforcées justement par les volontaires dont je viens de te parler, par les nouvelles unités qui vont être formées à partir de ces volontaires, ou les unités qui vont venir renforcer celles qui sont déjà. Bah, je pense qu'on risque d'avoir trois zones de pression d'offensive sur tout le front. Une sur Zaporizhzhia, avec la réduction du saillant de Robotine, et peut-être plus. Ensuite, une sur, bien sûr, Advitka, puisqu'on l'a remarqué. Une sur Kupiansk, Liman, hein, comme on a pu le remarquer. Et peut-être également sur Vuhledar, puisque c'est un sujet qui les préoccupe, les Russes, puisqu'ils ne peuvent pas utiliser la voie ferrée parce qu'elle est sous le feu des batteries ukrainiennes qui se trouvent à Vuhledar. Donc voilà globalement où sont les capacités les possibilités que l'on pourrait observer d'offensive des forces russes à la faveur de cet effectif et peut-être de l'épuisement des forces ukrainiennes. Ensuite, les forces ukrainiennes ont la capacité de faire un coup également sur la centrale d'Energodar, hein,
Je pense qu'ils y ont pensé pendant longtemps, mais que les États-Unis les en ont peut-être dissuadés. Mais la situation étant quand même assez problématique pour eux, ça pourrait revenir à l'ordre du jour. Alors, maintenant, on va s'intéresser un petit peu à la désinformation et à tout cet environnement qui nous permet d'analyser parfois des informations, mais ces informations sont souvent traitées de manière très, très orientée. Et notamment, il y a les cercles presque familiaux, d'ailleurs les cercles familiaux néoconservateurs pardon, de l'Institute for the Study of War, qui est une des références de tous les analystes. Hein. Mais il faut bien comprendre que cet institut, il est managé par la famille Kagan. Hein. Donc vous voyez les quatre personnages principaux, hein, et avec leurs liens aussi bien familiaux que on va dire, politique et oui, politique, oui, il n'y a pas d'autre mot, ou de chercheur, peut-être même de chercheur en tant que chercheur et historien, universitaire, les liens politiques et universitaires. Voilà, donc c'est quand même extraordinaire. Hein. Donc là, tu as les deux frères, les deux épouses et leur positionnement. Bon, il faut être clair, Hervé, c'est une secte. C'est une secte, celle des néocons américains, néoconservateurs, que George Bush père appelait les cinglés du sous-sol. Ils sont sous l'influence, il y a une double influence. Il y a l'influence de Léo Strauss, qui était un philosophe, qui était donc le père de cette conception de l'avenir du monde, avec un autre qui s'appelle Vaugelin, qu'on a cité ces temps-ci, et qui considère, Léo Strauss et Vaugelin, considèrent que contre le mal, tous les moyens sont bons. Hein. La fin justifie les moyens, donc, et eux définissent qui est le mal. C'est assez fantastique. Alors, ils ont bien évidemment pris comme exemple la lutte contre le nazisme. Alors, il y a d'autres écoles anglo-saxonnes qui sont violemment opposées à cette secte. Et puis, deuxièmement, il y a le parrainage d'une autre secte millénariste, messianique, celle des protestants sionistes. Hein, qui considèrent que l'installation d'Israël sur la totalité de la Palestine, c'est la réalisation des prophéties de la Bible et que par conséquent, alors que les protestants eux reconnaissent l'arrivée du Messie. Alors, c'est des télévangélistes, hein, faut voir, ils ont des chaînes de télévision, il faut voir ce qu'ils racontent. Et donc, eux considèrent que, d'abord, Jésus est arrivé là-bas, hein, mais en donner le contrôle aux Juifs, c'est de l'accomplissement des prophéties. Donc, on est chez les fous. On est chez les fous et malheureusement, ils ont une énorme influence sur le pouvoir actuel aux États-Unis, c'est-à-dire que Sullivan, Kirby, Blinken sont des néoconservateurs, appartiennent à cette secte. Bon, on ne va pas parler de Biden, il est sénile. Alors maintenant, sur les experts ou expertes des plateaux télé, il est toujours intéressant de regarder le CV des personnes. Donc là, c'est Madame Samantha de Berden. Hein, et donc, alors, évidemment, elle a toujours eu des positionnements qui pouvaient être étonnants hein, sur le plateau de LCI, très très tranchés. Et elle a intervenu beaucoup sur le conflit en Ukraine et maintenant elle intervient sur le conflit entre le Hamas et Israël. Eh bien, quand on regarde son CV, on ne peut pas être étonné de ces analyses qui sont très, très orientées. Et il y a parfois d'ailleurs sur le plateau de LCI des échanges qui peuvent être assez, rudes entre d'autres peut-être experts qui, eux, n'ont pas son point de vue. Hein. Donc là, on est vraiment sur des gens qui sont affiliés à l'OTAN et qui sont tout à fait dans la lignée idéologique des néoconservateurs. Mais justement, ça, c'est intéressant parce qu'on a affaire à de faux experts. Ce sont de faux experts à des militants. On a affaire à des militants dont les compétences existent peut-être, mais elles disparaissent. C'est-à-dire aucune objectivité. Ils sont là pour faire passer un point de vue. Il y a une séquence, on peut la retrouver en cherchant, où il y a quelques années, sur un plateau, il y avait Fedorovski, qui parle fort bien le français avec un accent russe, qui est très drôle, et il était en face de cette personne qui disait il n'y a jamais eu d'engagement de ne pas étendre l'OTAN, tout ça ce sont des mensonges, c'est rien que de la propagande, etc. etc. Fedorovski lui disait, mais écoutez madame,
J'étais là quand Baker l'a dit à Gorbatchev. J'étais présent. À 2 reprises, il l'a dit. Et aujourd'hui, c'est plus discuté. Il y a des documents qui l'établissent, etc. Peut-être que Gorbatchev a fait une erreur de ne pas en exiger un écrit. Hein, au moment de la négociation du fameux traité 4+2, c'est-à-dire au moment où les Russes ont dit « Ok, on évacue l'Allemagne de l'Est et on est d'accord pour la réunification. » Hein, mais voilà, et elle n'en démordait pas. C'était une hallucinée, quoi. Il lui disait, mais j'étais là, c'est moi qui l'ai entendu. Donc, c'est mon témoignage, je ne suis pas fou. Hein. Moyennant quoi, elle poursuivait. Alors, ils l'ont ressorti là, parce que, à mon avis, le fait qu'on sorte ce genre d'engin, c'est parce que on est en difficulté. On est en difficulté, d'ailleurs, on le voit. Hein, je pense que tu vas en parler sur, sur la façon dont les discours sont modifiés. Alors, maintenant, on va parler un petit peu des réseaux sociaux. Cédric Mas, bon, il m'a bloqué, hein, Cédric Mas. Bon, je suis pas le seul. En général, il bloque les gens qui sont pas d'accord sur ses fines analyses. Voilà une analyse qu'il avait sortie il y a à peu près 2 mois. La chute d'efficacité de l'artillerie russe est une évidence pour qui observe les opérations. C'est vrai que les soldats ukrainiens, j'ai jamais entendu un seul témoignage de soldats ukrainiens relevant ce fait. C'est plutôt le contraire, hein, qui ressort chaque fois de ceux qui sont dans les tranchées et qui sont sur le front. Même la masse ne produit plus d'effet, notamment en empêchant l'artillerie ukrainienne d'agir. Les courbes d'efficience, bon ça c'est les trucs de Xavier Titelman, ça, les courbes d'efficience, les croisements des courbes, c'est son truc lui. Et se sont croisés et continuent. Voilà. Donc toujours pareil, hein, c'est de l'expertise. En fait, c'est de la militance. Je ne sais pas si ça existe ce mot-là, de la militance, mais on est là. En fait, ils cherchent à voir la situation au travers du prisme de leur opinion ou de leur engagement. En fait, un conflit, il faut d'abord le voir au niveau stratégique. Quels sont les paramètres stratégiques des belligérants sur le plan global et ensuite sur le plan militaire. Ensuite, une fois que l'on a fait ça, on va descendre au niveau opératif. On va regarder quels sont les grands mouvements de force ou les positionnements de force sur le théâtre. Et après, on va descendre au niveau tactique. Mais on ne fait pas le contraire. On ne part pas de micro-événements tactiques pour chercher à trouver du sens à partir de micro-événements tactiques. C'est une approche par le haut. D'ailleurs, quand on fait l'école de guerre, dès qu'on arrive à l'école de guerre, on nous dit bien, maintenant vous allez apprendre l'approche par le haut. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. D'ailleurs, je suis toujours étonné de voir les experts qui ont fait l'école de guerre sur les plateaux télé qui ont tendance à oublier cet axiome de départ. Mais oui, c'est ça. Il faut quels sont les grands paramètres, quelles sont les forces en présence, et ensuite on descend peu à peu, peu à peu. Et on voit ensuite comment ça se passe. C'est pas le contraire. Alors, pour la petite histoire, hein, je pense que Ah, je l'attendais. non, mais bon, c'est quand même un truc extraordinaire parce qu'on passe Incroyable. d'un tweet militant. Bon, après, il fait ce qu'il veut, il pense ce qu'il veut. Hein, moi, je m'en fiche. Mais après, c'est mes bons amis, est-ce que vous pouvez donner une obole pour mon mariage? Non, mais bon. Avec le hashtag Ukraine. Oui, oui, bien sûr, bien Non, mais sûr. sans aucun complexe. Alors il l'avait retiré, hein, tu Ouais, l'as récupéré. Moi, je ne sais plus où je l'ai mis. ouais. Je l'avais pris aussi parce que c'est qui Cédric Mas? C'est intéressant de voir son parcours. Il a été journaliste dans des revues militaires spécialisées, Ligne de front, Tank et blindé, etc. Et donc il est devenu militant de la cause ukrainienne, ce qui est son problème. Mais il l'a fait, enfin, je veux dire, il a essayé de s'installer sur ce terrain-là. Quand on voit ce tweet, on se dit que l'aspect alimentaire est peut-être une des motivations, ce qui est assez déshonorant, mais bon. Hein, Bayou, le dirigeant des Verts, là, hein, il avait félicité pour le mariage et appelé les gens à verser, hein, à la liste de mariage. Hein. Donc, si tu veux te marier, Hervé, tu vas mettre un hashtag Israël ou je sais pas quoi, hein, pour pouvoir demander qu'on abonde à ta liste de mariage. Non, mais c'est invraisemblable. Alors, ce Cédric Mas en question, finalement, comme par hasard, hein, proximité du Parti socialiste, comme par hasard, il a été recruté par Mediapart. C'est-à-dire que chez Plenel, hein, qui au contraire de ce que croient beaucoup, n'est pas un trotskiste gauchiste, c'est quelqu'un qui a toujours défendu les intérêts américains, toujours. Là, il a pris quelques positions concernant le Moyen-Orient en essayant de prendre un peu de hauteur parce qu'il a
il a sa zone de chalandise à préserver, hein, mais on le voit en Syrie, on le voit dans tout un tas d'exactions commises par les Gémons, il les a soutenues. Et là, on a offert à ce Cédric Masse, parce que bien évidemment, Plenel a pris parti pour l'intervention américaine en Europe centrale, il a soutenu le coup d'État de Maïdan, et donc Cédric Masse se retrouve avec une tribune, c'est lui qui continue. Alors je ne sais pas, parce que je n'ai pas été voir, je ne vois pas ça régulièrement, donc je ne sais pas s'il continue, mais c'est lui qui traite du conflit en Ukraine. Et tu as raison, il n'est pas le seul, hein, mais par des micros aspects comme ça qui permettent d'entretenir, de mentir d'abord, hein, et d'entretenir l'illusion que l'Ukraine peut l'emporter et va l'emporter. Hein, et on sait le mal que ça a fait. On sait le mal que ça a fait, tu en as parlé, hein, et à plusieurs reprises ici, on l'a dit, les gens qui font ça ont une responsabilité dans l'horrible bilan qui est celui des pertes ukrainiennes. En fait, les amis du gouvernement ukrainien, entre guillemets, ne sont pas forcément les amis du peuple ukrainien. Oula. Dans la situation, hein. Après, on peut bien sûr considérer que sur le plan du droit international, la Russie a envahi l'Ukraine, ça c'est un fait. Mais après, dans le déroulement des opérations, dans le déroulement de la guerre, il y avait des moments où tout cela aurait pu s'arrêter par des négociations dans lesquelles le peuple ukrainien s'en serait certainement mieux sorti qu'il risque de s'en sortir à l'issue de ce conflit. Et je parle bien du peuple. En commençant par faire appliquer les accords de Minsk. Mais c'est le peuple, puisque les gens du Donbass faisaient partie du peuple ukrainien. Oui. Hein, et les lois sur les minorités ne touchent pas que les russophones, elles touchent également les minorités magyares, toutes ces minorités linguistiques. Alors, on continue. Bon. Voilà. Hervé finalement, nous fait une petite séquence terminale, là, où on va pouvoir se moquer d'un certain nombre de gens. C'est un plaisir dont il ne faut pas se priver. Voilà, allons-y. Parce que Guillaume Ancel fait partie de ces experts hallucinés, je dis bien hallucinés. Hein, bon, il m'a bloqué également, puisque je n'ai jamais attaqué personnellement, je lui ai simplement dit une fois que son analyse, c'était de la science-fiction, et j'ai mis une photo de Cosmos 1999. Mais donc, suite à ça, il m'a bloqué. Mais parce que malheureusement, c'est de la science-fiction. En fait, quand on écoute les analyses sur le front russe va s'effondrer, ou son blog, moi de temps en temps je lisais son blog, je me disais mais d'où il sort ces trucs-là? Ou c'est de la poésie, ou c'est de la science-fiction, c'est un roman, mais il n'y a rien de sérieux en fait. Hein, même s'il peut avoir des positionnements qui peuvent être intéressants, j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, encore le général Paloméros, qui a un pilote, un général de l'armée de l'air, qui a été major général de l'armée de l'air, qui a été bien sûr également en charge de la transformation auprès de l'OTAN, puisque le poste d'officier général qui a été réservé aux Français lorsque, sous Sarkozy, on a réintégré l'OTAN, ça a été le poste lié aux transformations. C'est le poste qu'a occupé notamment Yakovlev, ainsi de suite. Donc c'est un poste, on est arrivé dans le jeu alors que tous les autres étaient installés. Hein. Donc c'est pas un poste, entre guillemets, majeur, la transformation de l'OTAN. Mais c'est un poste, par contre, qui les met en relation avec tous ces pays qui ont des velléités de rejoindre l'OTAN. Ouais, tu vois un petit peu les connexions. Et donc, encore une fois, problème du double standard, ce que l'on pouvait reprocher et que l'on reprochait factuellement à la Russie dans ses opérations en Ukraine, avec des frappes qui tombaient sur des immeubles civils. Alors après, on peut étudier le pourquoi du comment, ainsi de suite, mais en tout cas, c'est factuel, ça, en créant des dommages collatéraux. Face à l'intervention israélienne sur Gaza, avec un niveau de frappe quand même qui est inusité en termes de nombre de frappes depuis la Deuxième Guerre mondiale, eh bien là, on est sur le double standard. C'est qu'ils ne savent plus comment aborder le sujet. Donc, c'est un espèce de blougi-boulga idéologique. Bruno Tertré qui a dit dernièrement sur le plateau de LCI qu'il était légitime que les Israéliens bombardent des hôpitaux s'il y avait des cibles militaires à proximité. Bon, dans ce cas-là, ça légitime ce qu'ont fait les Russes sur Mariupol. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Tu ne peux pas avoir deux positionnements. Le positionnement. Sauf que sur la fameuse maternité de Mariupol, elle était. Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Oui, bien sûr. Ah, mais évidemment. Tu mets le doigt sur une réalité.
Tout d'un coup, ils ont changé d'approche. Parce que le positionnement des forces du Hamas à proximité d'établissements qui sont problématiques pour être frappés, c'était le même, et ça a été le même, et d'ailleurs ça a été souligné par de nombreuses ONG. Oui, c'est ça, de nombreuses ONG, dont il y a une, j'ai oublié le nom, qui avait fait un rapport d'ailleurs, il s'était fait à moitié incendié d'ailleurs à l'époque, c'était vers septembre 2022, parce qu'ils avaient noté que les forces ukrainiennes se mettaient souvent à proximité d'établissements ou des écoles ou des hôpitaux et ainsi de suite. Donc, et donc, ce que l'on a reproché aux Russes, qui était factuel, mais qui était aussi pour les mêmes raisons que les Israéliens, entre guillemets, frappent également de manière euh, euh, indiscriminée ce type d'établissement, eh bien, en fait, il y a un problème médiatique en ce moment sur les plateaux télé. Alors, ils ne savent pas comment s'en dépêtrer, donc on est sur différents types de discours. Alors, bien, après, il y a bien sûr les journalistes militants comme Brice Couturier. Bon, tu parlais des anciens du Parti socialiste. Bon, lui, c'en est un exemple, hein, euh, qui sont vraiment rentrés dans le militantisme et qui posent des questions du style qui accepterait d'habiter à côté d'une milice terroriste. Mais en fait, le problème, c'est pas la réponse, c'est déjà la question. La question, elle n'est pas bonne. Oui, évidemment. La question, elle n'est pas là. Hein, donc une mauvaise question, forcément, ne peut amener ou pas de réponse ou que des mauvaises réponses. C'est un petit peu les questions que l'on posait aux gens de la LFI. Est-ce que le Hamas est terroriste? D'ailleurs, ils ont été assez maladroits parce que ils sont pas très bons, hein, la LFI. De toute façon, ils sortent des concepts qu'ils ne maîtrisent pas, alors qu'ils auraient pu très bien répondre de la même manière que Beau analyse très bien le positionnement du Hamas. Le Hamas, c'est une organisation de résistance qui a des modes d'action terroristes, mais qui n'est pas mondialiste. Voilà. Bon. C'est pas l'État islamique. Alors, sur Brice Couturier, il faut quand même rappeler que tu as bien choisi ta cible, mon cher Hervé, parce que s'il y a une énormité à proférer, Brice Couturier lève le doigt et il est immédiatement candidat. Voilà quelqu'un qui, je veux dire, Oui, ouais. a demandé qu'on tire dans le tas des gilets jaunes. Ah ouais, c'est Il vrai. a C'est vrai. Ouais. il fait partie de ces gens Ouais, qu'on on a. peut dire que Brice Couturier ne fait pas dans la dentelle. Non, voilà. Oh, bravo, hein, calembour magnifique. Hein. Eh bien, non, mais il fait partie de ces gens, mais c'est un des plus caricaturaux de tous ces gens qui, depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, parce qu'il ne faut pas oublier que Brice Couturier a écrit un philosophe président, hein, ou un président, non, un président philosophe. Ah oui, à propos de Macron, hein, donc c'est un homme de cour, un lécheur professionnel, mais je veux dire, toutes les mauvaises actions, il les a faites. Toutes. Hein, en commençant par dire, il faut appeler l'armée et tirer dans le tas des gilets jaunes. Alors après tout, le Covid, les lois travail, la loi retraite, l'Ukraine, etc. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Je trouve que le traitement médiatique des événements, on va dire, majeurs au plan national, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit la pandémie, et maintenant au niveau international, a commencé à être biaisé à partir des Gilets jaunes. Oui, mais parce qu'on a eu toutes ces équipes, on a un pouvoir qui est minoritaire. Alors, il est minoritaire à l'Assemblée nationale déjà maintenant, mais on a un président qui est détesté, on a une arrivée bizarre d'un personnage sorti de nulle part, et on a un gros problème d'adaptation. Et puis bon, on a un pays divisé, et donc tous ces gens-là, finalement, c'est une espèce de bunker qui entoure le président de la République et qui le soutiennent quoi qu'il fasse. Alors là, effectivement, je pense que pour ce qui concerne Couturier, il y a une sympathie pour l'État d'Israël. Il prend le parti de l'État d'Israël avec des arguments, mais de folie, quoi. Mais le positionnement militant, il est bien de soutien à une orientation politique, qui est finalement celle de Macron. Celle de Macron, hein, celle de son pouvoir, celle de son système. Et ce sont les mêmes. Il y en a un en particulier qui m'apparaît, comme il est talentueux, qui m'apparaît quelqu'un d'éminemment critiquable, c'est Éric Nolot. Éric Nolot, si on regarde
toute cette trajectoire dont je viens de parler, c'est-à-dire le mouvement des Gilets jaunes commence fin 2018, mais il est constant. Il est constant. Et donc là, sur l'Ukraine, bien sûr, sur le Moyen-Orient, bien sûr. Donc c'est effectivement assez impressionnant. On a une caste, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a une caste qui délivre un discours, et ce discours, et il y a eu un sondage qui a été fait par l'IFOP à la demande du CRIF, qui est inquiétant pour la communauté juive. Hein. Et donc, voilà, on a une partie, alors déjà, on a une partie de la population qui s'en désintéresse. La guerre en Ukraine et même la guerre au Moyen-Orient intéresse peu les Français, ou en tout cas les couches populaires. Hein, et il y a un autre problème, elle exaspère la communauté musulmane. Elle l'exaspère parce qu'il y a une solidarité instantanée et donc on ferait bien d'y faire attention. Alors, c'est pas céder à un chantage que de dire ça. Au contraire, dire attendez, on a plusieurs millions de personnes qui ont une sympathie immédiate pour la cause palestinienne. Donc, faisons attention lorsqu'on aborde la question, faisons-le de façon équilibrée, balancée, en essayant d'être rationnel. Je sais bien que l'affectif et l'émotionnel dominent sur cette question. Alors, maintenant, toujours retour à la réalité. Hein, les experts maintenant. Alors, parfois, Rochebain, il est intéressant hein, quand même. Je trouve qu'il a des questions qui peuvent être intéressantes ou, bon, de toute façon, ils sont face à l'évidence. Hein. Ben oui, les Russes, ils ont tellement été nuls qu'ils en sont là où ils en sont. Tu vois ce que je veux te dire. Hein, donc, tout le narratif depuis des mois, il est complètement démonté. Donc, il fallait voir les réactions en fait sur ce plateau-là, qui est normalement le plateau d'Éric Brunet, hein, avec ce qu'il y a l'ineffable Alain Péaudy, il y avait. On le voit pas trop. Poédie, poédie, ça Poédie. rime avec poésie. Oui, Voilà. justement, il faut que c'est le bon mémotechnique. Poédie, et puis le non moins fameux Michel Goya, enfin tout ce panel de personnes. Michel Goya qui avait tendance d'ailleurs à regarder un petit peu ses chaussures, hein, pendant que Darius Rochemin disait mais alors c'est quoi ce fiasco là pendant des mois les experts nous ont dit en fait. Alors maintenant il y a un autre narratif qui se met en place, c'est que les Russes ils avancent parce qu'ils avancent, hein, même si c'est avec difficulté, parce qu'ils sont Poutine est cruel et que c'est pas grave s'ils sacrifient des hommes en fait. Alors que depuis le début, justement, la problématique des Russes, c'est qu'ils ont peu d'effectifs d'engagés depuis le début, et que de ce fait-là, c'est une denrée rare pour eux. C'est pas par l'humanité, ça, c'est uniquement une approche pragmatique de la situation stratégique pour leur armée, leurs forces armées en Ukraine, et qu'ils sont arrivés à parité à peu près vers le mois de février avec les forces ukrainiennes, et que maintenant, ils pourraient avoir une suprématie en effectif lorsque les gens qui ont été les volontaires, les 360 000 volontaires, arriveraient sur le front. Hein. Donc pour eux, les effectifs, c'est quelque chose qui est important et qui ne veulent pas sacrifier comme ça de manière irréfléchie. Donc on est toujours quand même dans ce discours-là parce qu'on va voir qu'à la fin, si les Russes gagnent cette guerre, atteignent leurs objectifs, parce que gagner, ça ne veut rien dire, ou tout ou partie de leurs objectifs, le discours, ça sera les Russes ont gagné parce qu'ils ont eu énormément de pertes, que les dirigeants sont cruels, enfin bon, bref, voilà. Ça va être ça. Bon, Hervé, quand tu Ouais. dis que Rochebain dit des choses intéressantes, c'est une crapule comme Éric Brunet, parce que pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui ont été à la tête de cette propagande, qui ont été les organisateurs de cette propagande contre laquelle on a décidé de lutter pour faire de la réinformation avec la création de cette chaîne. Et là, maintenant, ils viennent dire à tous les experts stipendiés, payés, hein, qui venaient dire toutes les bêtises que tu as citées. Ah oui, mais dites donc, vous nous avez dit que des conneries. T'es gonflé, Rochebin, c'est toi qui les Ouais, as demandées. Hein. Et Brunet fait pareil. Hein. tous ceux qui disaient ça il y a 6 mois ou il y a un an, dont je fais partie, dont tu faisais partie avec Sylvain, ainsi de suite, on passait pour des pro-Poutine ou je sais pas quoi. En fait, ce n'était qu'une analyse factuelle et stratégique, en fait. Quels que soient les revers des Russes, les paramètres stratégiques faisaient qu'il y avait de fortes probabilités pour qu'ils soient en situation avantageuse dans ce conflit. C'est tout. Ouais. Bon, t'as parlé,
as parlé de Goya, maintenant on va revenir à ton potentiel. Oui, mais Hein. justement, On on en dira revient à peut-être ce que un tu petit mot de m'avais dit. Yakovlev. Allez, vas-y, vas-y, C'est ce vas-y. que tu m'avais dit. Bon, il s'est Yakovlev. fait un petit peu attaquer par Régis Le Sommier, parce que le fait est, c'est que sur la guerre en Ukraine, il a dit beaucoup de bêtises, hein, ça c'est clair. Bref, bah, Régis Le Sommier aussi, il en a pris un peu plein la gueule, hein, lui aussi. Hein. Oula. Parce que lui, il a eu des positionnements vraiment qui étaient courageux, hein, qui allaient à l'encontre de tout ce qui se disait. Hein. Et puis il est allé sur le terrain en plus, donc il avait des retours de terrain. Et donc Guillaume Ancel qui a un positionnement qui est plutôt, on va dire, politiquement et stratégiquement intéressant hein, sur le conflit en Israël, puisqu'il le dit ouvertement, hein, ce que fait actuellement Israël, même s'ils peuvent avoir une victoire militaire, c'est que globalement, ils sont en train de créer les futurs combattants du Hamas ou de notre mouvement, hein, par la haine qui va être et la rancœur qui va être déclenchée à l'issue de cette opération. Donc le positionnement est intéressant. Alors maintenant, j'ai écouté toute son intervention, hein, parce que ça commence comme ça. Donc là, évidemment, j'y souscris. Et puis ensuite, il dit voilà, les Israéliens auraient dû ouvrir la bande de Gaza pour laisser partir la population gazaoui avant leur opération sur le territoire israélien. Mais si tu veux, sur le plan opérationnel, c'est absurde ce qu'il est en train de dire. Et là, tu as une journaliste sur le bord du plateau qui lui dit mais attendez, quand voulez-vous qu'il fasse? Alors là, il dit ah, oui, vous avez raison. Enfin, c'est un petit peu un truc ce qu'il répond. Donc, tu vois, donc le problème, c'est que pourtant, c'est un gars qui a été opérationnel. Il y a des opérationnels qui sont complètement partis dans des discours un peu extravagants, des discours d'anticipation. Alors lui, il a un positionnement qui est intéressant sur le plan politique et stratégique. Et après, dès que tu parles sur le plan opérationnel, ben évidemment, ça se démonte. Parce que la problématique des Israéliens, elle est sur le plan opérationnel maintenant. Hein, c'est comment faire. Hein, comment faire en faisant le moins de mal possible de manière inappropriée. Alors, Alors, ouais, je voudrais dire un petit mot sur notre ami Ansel, mais ça vaut pour Goya, ça vaut pour Yakovlev. Hein. Tous les trois, ils ont pas viré leur cutie, mais par rapport au Moyen-Orient, ils ont des positions qui sont plus réalistes. Ils ont des positions qui sont plus réalistes, encore que, mais tu viens de pointer leur méthodologie, leur sens de l'improvisation. Ça vaut pour Yakovlev. Alors Yakovlev, toujours en ricanant, hein, il a toujours cette espèce d'attitude là, et il vient expliquer que les gars du Hamas vont foutre une pilée à l'armée israélienne. Non, j'exagère un peu, mais non, mais c'est pas loin, quoi. C'est ouais, pas loin. t'as raison, tu as raison. Il témoigne il prend parti pour le Hamas. Alors, pas sur l'aspect terroriste, bien évidemment, mais sur la dimension militaire. Hein, toujours cette façon, les punchlines de Yakovlev. Et ça démontre quoi? Alors, Goya, lui, il essaye de se raccrocher aux branches parce qu'il sait très bien qu'il va payer très cher ce qui s'est produit pendant cette année et demie où il s'est déconsidéré hein, par rapport au statut qu'il souhaite avoir. Donc, ils sont en train d'essayer un petit peu de se récupérer. Je pense que ce ne sera pas possible. Mais, de toute façon, tous ces analystes, la plupart, la majorité, avaient dit qu'il n'y aurait pas d'opération terrestre de Tzahal. Tu te rappelles, il y a 15 jours, je t'ai dit Oui, qu'il y en aurait une. Parce que je pars toujours du niveau stratégique et du niveau politique. Avec les déclarations qui avaient été faites par Netanyahou et la manière dont ça avait été traduit ensuite par Tzahal, c'était obligatoire qu'il y ait une opération terrestre. Obligatoire. Alors après, on peut le déplorer, on peut faire tout ce qu'on veut, mais c'était obligatoire. C'était inévitable. Voilà. ma question, Hervé, ma question, c'est est-ce qu'elle ira au bout? D'abord, oui. tu pointes, toi, l'absence d'objectifs stratégiques clairs, hein, et ça, c'est quand même un sacré problème. Et deuxièmement, il y a également tout l'aspect international. Hein, Blinken qui vient en disant écoutez, elle a un cessez-le-feu là, hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Une pause humanitaire, oui, ça s'appelle cessez-le-feu. Hein, l'autre l'a envoyé à la pêche. Le pourra-t-il toujours? Le pourra-t-il toujours? Est-ce que Netanyahou, il n'est pas sur un siège éjectable d'une certaine façon? Hein, parce que je pense que l'armée, je veux dire, n'est pas exactement sur la même ligne que lui. Enfin voilà, bon. Sur le plan opérationnel, comme j'ai dit précédemment, en fait, le gros déficit de l'opération israélienne, c'est qu'ils n'ont pas pris en compte les actions civilo-militaires. Alors, pas directement par eux, mais indirectement avec les ONG et l'ONU.
Et je pense que ça va être possiblement la grosse évolution de l'opération des Israéliens en ce moment. De toute façon, ils vont y être contraints pour les raisons que tu viens d'évoquer, et même sur le plan opérationnel, parce que leur intérêt, ça va être que Gaza devienne une zone quasiment qu'avec plus que des combattants du Hamas et très très peu de population. Donc ils vont créer des couloirs humanitaires, très probablement, comme les Russes avaient créé des couloirs humanitaires sur Mariupol. Je rappelle que ça avait été difficile quand même la négociation avec les Ukrainiens, pour les mêmes raisons d'ailleurs, parce que les Ukrainiens profitaient de la présence de la population pour éviter certaines frappes. Donc on est dans des situations de toute façon qui sont très très comparables, et d'où la difficulté de positionnement de ces fameux experts sur les plateaux télé qui sont obligés de dire le contraire de ce qu'ils disaient il y a quelques mois. Alors, pareil, le général Vincent Desportes, je trouve que c'est un gars qui en général est brillant hein, dans ses analyses, même si parfois je ne le suis pas forcément, notamment sur ce conflit en Ukraine. Encore une fois, il le dit très bien, euh, la notion de discrimination et de proportionnalité, c'est très important à la guerre. Ne pas se tromper de cible et être proportionnel dans les effets que l'on produit vis-à-vis de l'adversaire, en fait, pour éviter justement les dommages collatéraux. Et également, ce qu'il considère, c'est que cette non prise en compte des effets collatéraux et de leur dimension communicationnelle et politique, c'est une erreur stratégique. Donc, on en revient à ce que tu disais. Alors, bien sûr, après, il y a d'autres éléments qui ressortent, hein, notamment toujours dans la presse anglo-saxonne, hein, sur le conflit ukrainien. C'est comment va se terminer ce conflit, hein. Comment il peut se terminer? On n'est plus dans la question de savoir si l'Ukraine va gagner, maintenant c'est comment il va se terminer. Donc on voit toute l'inquiétude qui ressort maintenant dans la presse anglo-saxonne vis-à-vis de l'issue de ce conflit. Et bien sûr, je conseille à tous nos auditeurs de suivre l'excellente interview de Caroline Galacteros sur la chaîne que tu connais bien, Toxa. Elle est bien cette chaîne, hein. Oui, oui, Clémence Soudiakova est une fille assez extraordinaire, tout à fait vaillante, courageuse. Elle vient de se lancer dans un projet important, hein. Elle a réussi à récupérer quelques moyens, etc. Elle a une situation personnelle, familiale qui lui prend beaucoup, hein. Je veux dire, elle a eu, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas de le dire, elle vient d'avoir un bébé, hein. Donc, vaillamment, elle mène cette opération qui est un outil de réinformation là aussi, Ouais, ouais. très vigoureux. Et donc, une interview de Caroline Galacteros, qui est une femme qui a eu des positions courageuses. Alors, parfois, elle a fait des choses qui étaient un peu imprudentes, hein. Quand elle s'est rapprochée d'Éric Zemmour, à mon avis, je pense que c'était une erreur, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais sur le plan les analyses géopolitiques et géostratégiques, elle est toujours très, très pertinente. Et c'est pareil, c'est une femme qui le paie et qui continue à le payer, ce positionnement-là. Une femme qui intervenait à l'école de guerre avant, il y a des années, hein, comme un autre un géopolitologue qui s'est fait virer d'ailleurs, Émeric Choprade, Ah que j'ai eu oui, en, que j'ai eu en cours à l'école de guerre. Il s'est fait virer à un moment donné, je crois qu'il a été, parce il a été député du Rassemblement national, il me semble, c'est ça, oui. député européen. Ouais, voilà. Bref, je passe. En tout cas, je vous conseille à tous de regarder cette interview. Elle est très très bien, comme d'habitude, elle est très très intéressante à écouter. Voilà, bon, voilà, ben écoute, on a terminé, hein. Oui, eh ben, c'est effectivement copieux, hein. Je pense que on a fait un tour. Bon, la fin était plus détendue, hein, dans un contexte qui est quand même Ouais. tragique par rapport à tous ces. C'est compliqué de parler en ce moment du conflit en Israël et en Palestine parce que il y a de l'émotion, mais il y a des faits qui ont été atroces au déclenchement du conflit, le 7 octobre. Et maintenant, il y a des faits qui sont atroces dans les bombardements. Donc, on est dans l'atrocité du début à la fin, en fait. Voilà. Et c'est compliqué de chercher à analyser ça froidement, en cherchant à comprendre aussi ce qui se passe et aussi comment ça pourrait évoluer. Alors, l'émotion est telle, les affects sont tels que il y a des débats qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui.
Et c'est pas de la censure, hein. C'est que il faut être réaliste et savoir que bah, c'est pas la peine parce que ça va pas être constructif. C'est de la même façon que faire de l'humour, comme Monsieur Meurice l'a fait, avec son monopole payé par nos impôts, concernant Netanyahou. On imagine ce que je pense de Netanyahou, mais enfin, ce faux humour ricanant à ce moment-là. Mm. Enfin, c'est Non, mettre de mais l'huile sur le feu. ouais, bien Donc, sûr, c'est alors, absurde. ça, c'était pour les comiques professionnels qui ne sont pas drôles, mais sur les débats, moi j'ai un sujet qui est celui du droit international. Hein, du droit international, quels sont finalement les cadres dans lesquels les protagonistes belligérants interviennent. Bon, mais je peux pas dire que à un de mes interlocuteurs, je m'en expliquerai sur cette chaîne aussi d'ailleurs, hein, mais un de mes interlocuteurs qui vient me dire Israël a le droit de se défendre, je réponds en droit international, non, non. Israël n'a pas le droit de se défendre. Israël est autorité occupante, hein, et depuis déjà un bon moment. Et par conséquent, s'opposer à cette occupation est un droit international reconnu. Alors que le droit de faire ce que fait Israël aujourd'hui n'est absolument pas reconnu. Bon, je ne vais pas me lancer là-dedans, hein, parce qu'il faut justement s'abstraire de cette émotion. Il faut réussir à montrer à quoi sert le droit. Bon, personne ne va m'écouter, hein. Donc, et je pense à tous ceux qui ont pris parti pour Israël et qui sont un peu en panique par rapport au risque que ça implique, parce qu'ils sentent peut-être confusément que l'Israël qu'ils ont connu est très menacé à terme. C'est mon opinion, hein, on la connaît, je l'ai déjà donnée dans une autre vidéo avec Kuzmanovic. Je suis assez pessimiste sur l'avenir Moi, final d'Israël. c'est pas la mienne. Bon, pardon? C'est pas la mienne. Oui, 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 je sais. Bah oui, c'est pas la sienne non plus, hein. Mm. Enfin, encore que lui, il se place d'un point de vue politique en disant, voilà, ce vers quoi il faut qu'on aille. Et moi, quand je dis ça, c'est pas ce que j'espère, hein. Sûrement pas, parce que c'est une tragédie. Ce serait une tragédie, mais je pense que le pari de Théodore Herzl, c'est ma formule, hein, le pari de Théodore Herzl de créer un État-nation territorial juif à cet endroit, qui était je veux dire, un projet magnifique. Je pense que malheureusement, ce pari est perdu. Sera perdu, hein, il n'est pas perdu pour l'instant, sera perdu. Voilà. Bon, Eh bien, écoutez, merci de cette attention longue, hein, et à très bientôt.